Mars 2023, terrain d'entraînement militaire de Roukla, en Lituanie. Un officier de l'armée allemande, lieutenant de la troupe de reconnaissance, est assis dans un véhicule blindé qui pèse 8 tonnes, qui possède un moteur diesel et qui est officiellement présenté comme la meilleure pointe que la Bundeswehr puisse envoyer sur le terrain. Devant lui s'étend le fleuve Niemen. L'eau est froide, large, lente. L'officier attend. Il n'attend pas parce que l'ennemi est trop proche. Il attend parce que son véhicule, ce bijou technologique qui a coûté 3 millions d'euros à l'État allemand, est tout simplement incapable de nager. Et c'est à ce moment précis, assis dans son habitacle climatisé, les yeux fixés sur l'autre rive inaccessible, qu'il comprend une chose terrible. Quelqu'un, quelque part, des années plus tôt, a pris une décision dont il subit aujourd'hui les conséquences directes. Une décision qui pourrait, demain, coûter des vies allemandes, lituaniennes, et peut-être même françaises, si jamais le front de l'Est venait à s'embraser pour de bon. Le véhicule en question s'appelle le Fennec. Et avant d'expliquer pourquoi il représente un problème stratégique majeur pour toute l'Alliance Atlantique, il faut d'abord rendre justice à ses qualités, parce qu'elles existent et qu'elles sont réelles. Le Fennec est un excellent véhicule de reconnaissance dans son domaine. Il est silencieux au point qu'on peut s'en approcher à quelques mètres sans l'entendre rouler. Il est rapide sur route, agile en terrain ouvert, équipé d'une optique thermique et nocturne, capable de détecter une silhouette humaine à plusieurs kilomètres dans l'obscurité totale. La Bundeswehr en a commandé plus de 200 exemplaires, partagés entre l'armée allemande et l'armée néerlandaise dans le cadre d'un programme commun. En Afghanistan, il a parfaitement rempli sa mission. Au Mali, dans la mission européenne au Sahel, il a une fois encore démontré sa valeur dans les patrouilles longues et les missions d'observation discrètes. Partout où l'ennemi ne disposait ni de chars lourds, ni d'artillerie organisée, ni de fleuves défendus pour ralentir les colonnes occidentales, le Fennec s'est imposé comme un outil fiable, presque indispensable. Mais la Lituanie n'est pas l'Afghanistan. La Lituanie n'est pas le Mali. La Lituanie est un pays composé de forêts denses, de marécages saisonniers et surtout de centaines de petits cours d'eau qui zèbrent le paysage du nord au sud, de la Baltique jusqu'à la frontière biélorusse. Un véhicule de reconnaissance qui s'arrête devant chaque rivière dans un tel pays n'est plus un véhicule de reconnaissance. C'est un observateur immobile, condamné à attendre que les pionniers viennent installer un pont ou que la voie soit déjà sécurisée par d'autres. Et c'est exactement le contraire de ce qu'on attend d'une troupe de reconnaissance moderne sur le flanc oriental de l'OTAN. Pour comprendre pleinement l'absurdité de cette situation, il faut remonter le temps de 50 ans. En 1975, la Bundeswehr ouest-allemande a reçu en dotation un véhicule qui s'appelait le Luchs, ce qui signifie le lynx en français. 8 roues motrices, un équipage de 4 hommes, 20 tonnes de poids total et surtout, 2 propulseurs hydrogène installés à l'arrière de la coque. Le Luchs nageait. Pas vite, pas avec élégance, mais il nageait sans aucune préparation préalable. On entrait dans l'eau, on traversait, on en ressortait sur l'autre rive, et le fleuve cessait d'être un obstacle pour devenir un terrain comme un autre, exploitable, contournable, utilisable. Un officier allemand qui avait commandé un peloton de luxe au début des années 80 expliquait, bien plus tard, que cette capacité paraissait alors si évidente, si naturelle, qu'on ne prenait même pas la peine de la mentionner dans les doctrines opérationnelles. Tout le monde tenait pour acquis qu'un véhicule de reconnaissance allemand devait pouvoir franchir l'Elbe, le Weser ou la Vistule sans demander la permission à personne. Le Luchs avait été conçu pour une vision très précise de la guerre. La grande plaine d'Europe centrale, les blindés soviétiques avançant en profondeur depuis la frontière interallemande, les fleuves nombreux et larges qui devaient servir de ligne de défense naturelle. La mission de l'éclaireur consistait à passer de l'autre côté avant l'ennemi, à observer, à transmettre les renseignements, puis à revenir vivant avant que l'adversaire ne réalise qu'on avait été là. Pour accomplir cette mission, il fallait 2 postes de pilotage, un à l'avant et un à l'arrière, parce qu'au contact ennemi, on n'avait pas le temps de faire demi-tour. Il fallait une capacité amphibie totale, parce que les ponts en Europe centrale sont rares, repérables et faciles à détruire au premier jour d'un conflit. Plus de 300 Luchs ont été produits et livrés à la troupe de reconnaissance allemande. Dans les bataillons de Heereshof-Klärungstruppe, le Luchs est devenu ce qu'un véhicule devient rarement dans une armée moderne. Une machine en laquelle les équipages avaient une confiance totale.
Ceux qui l'ont piloté en comprenaient instinctivement la philosophie. Ceux qui ne l'ont jamais conduit ont fini par en apprendre l'utilité plus tard, à leurs dépens, sur d'autres terrains et dans d'autres circonstances. Et puis le mur est tombé. En novembre 1989, à Berlin, la barrière qui divisait l'Allemagne s'est effondrée en une nuit, et avec elle s'est effondrée toute la certitude stratégique qui avait guidé la conception du luxe et de toute la doctrine occidentale depuis les années 50. Du jour au lendemain, l'Union soviétique cessait d'être l'ennemi désigné, le pacte de Varsovie disparaissait des cartes d'état-major, et les ministères allemands commençaient à parler d'une chose qu'ils appelaient officiellement la réforme des structures, et officieusement, dans les couloirs et dans les conversations privées, les dividendes de la paix. Au début des années 90, dans les bureaux du ministère fédéral allemand de la Défense, à Bonn, des fonctionnaires en costume gris ouvraient des dossiers qui n'avaient jamais existé auparavant. Ces dossiers portaient des titres prudents, presque comptables. Réduction des effectifs, fermeture de garnison, mise au rebut de matériel jugé excédentaire. La Bundeswehr, qui avait compté près d'1 demi-million de soldats à son apogée, allait perdre en une décennie plus du tiers de ses hommes et la moitié de ses divisions blindées. Des bases entières de Basse-Saxe et de Bavière fermaient leurs portes les unes après les autres. Des chars léopards étaient revendus à la Turquie, à la Grèce, à la Norvège, parfois pour le prix symbolique d'1 € l'unité. Personne, à cette époque, ne parlait de catastrophe stratégique. Tout le monde parlait de modernité. Le luxe, dans cette logique, ne tenait plus sa place. Coûteux à entretenir, gourmand en carburant, exigeant un équipage de 4 soldats spécialisés, à une époque où les effectifs fondaient comme neige au soleil, il appartenait à un monde qui n'existait plus. En 1993, un officier du bureau de planification rédigeait une note interne dans laquelle il qualifiait les capacités du luxe de surdimensionnées par rapport au scénario opérationnel prévisible. Le mot « surdimensionné » est important. Il ne dit pas « inutile », il ne dit pas « obsolète », il dit simplement « trop de capacités pour le peu qu'on prévoit d'en faire ». Cette note n'était pas erronée pour son époque. Elle devenait simplement, sans que personne ne le sache encore, une bombe à retardement déposée dans les archives de la Bundeswehr. Pendant ce temps, les premiers déploiements allemands à l'étranger transformaient en profondeur la culture militaire du pays. En 1995, des soldats allemands débarquaient en Bosnie dans le cadre de la mission de l'OTAN. 4 ans plus tard, ils étaient au Kosovo. C'était la première fois depuis 1945 que des troupes allemandes opéraient en zone de combat hors de leurs frontières. Et ce qu'ils apprenaient sur le terrain balkanique n'avait plus rien à voir avec la doctrine du rideau de fer. On parlait désormais d'imposition de la paix, de stabilisation, de protection des civils, de contrôle de checkpoints dans des villages détruits par la guerre civile. Pour ces missions-là, on n'avait pas besoin d'un blindé capable de traverser la Vistule sous le feu ennemi. On avait besoin d'un véhicule discret, léger, équipé de bonnes optiques, transportant un petit équipage capable d'observer sans se faire remarquer. C'est dans ce contexte précis qu'en 1999, le bureau de planification de la Bundeswehr a lancé officiellement le programme du successeur. Un officier rédigea le cahier des charges. Il y inscrivit ce que la nouvelle pointe devait savoir faire. Excellente optique, faible signature acoustique, protection contre les armes légères et les éclats d'obus, équipage réduit à 2 hommes pour économiser le personnel. Et il n'y inscrivit pas une chose, la capacité de franchissement amphibie. Ce n'était pas un oubli, ce n'était pas une distraction de bureaucrates fatigués en fin d'après-midi, c'était une décision réfléchie, débattue, approuvée. Plus précisément encore, le document officiel précisait noir sur blanc que le véhicule n'était pas conçu pour le contact direct avec l'ennemi. La Bundeswehr s'apprêtait à acheter une pointe de reconnaissance à qui l'on interdisait formellement d'aller voir là où ça compte vraiment. À Paris, dans le même temps, l'armée française traversait sa propre révolution doctrinale avec la professionnalisation décidée par Jacques Chirac en 1996. Les Français, eux aussi, abandonnaient certaines capacités héritées de la guerre froide. Mais ils conservaient, presque par hasard, une flotte de véhicules amphibies légers qui allait s'avérer précieuse bien plus tard. L'Allemagne, elle, avait choisi une autre voie. Et cette voie allait la conduire directement, sans qu'elle s'en doute encore, vers les berges du Niémen.
Le contrat de production fut signé entre Krauss-Maffei-Wegmann, Rheinmetall Land System et le ministère allemand de la Défense au tout début des années 2000. Les premières chaînes de montage tournèrent à plein régime à Kassel, et dès 2003, les premiers exemplaires de série quittaient les ateliers pour rejoindre les bataillons de reconnaissance. L'armée néerlandaise, partenaire industriel du programme depuis le départ, recevait simultanément ses propres lots, peints dans une teinte légèrement différente. Pour la Bundeswehr, c'était une victoire technologique. Le nouvel engin pesait moins de 8 tonnes contre 20 pour son ancêtre, consommait 2 fois moins de carburant, demandait 2 fois moins d'hommes pour le faire fonctionner. Sur le papier, tous les indicateurs étaient au vert. Les budgets jubilés, les politiques approuvées, et les généraux allemands assuraient devant les commissions du Bundestag que la modernisation de l'arme du renseignement terrestre était désormais achevée. Dans le même temps, à des milliers de kilomètres de Kassel, la guerre changeait de visage. Le 11 septembre 2001 avait redéfini en quelques heures les priorités stratégiques de tout l'Occident. L'Allemagne, longtemps réticente à engager ses forces dans des opérations offensives, déployait progressivement ses contingents en Afghanistan dans le cadre de la Force internationale d'assistance à la sécurité. À partir de 2005, des unités allemandes opéraient autour de Kunduz, dans le nord du pays, sur des terrains poussiéreux où l'ennemi se déplaçait à pied ou à moto, où les engins explosifs improvisés constituaient la principale menace et où aucun fleuve majeur ne venait barrer la route des patrouilles. C'était précisément l'environnement pour lequel le Fennec avait été conçu. Les équipages louaient sa silhouette basse qui le rendait difficile à repérer derrière une dune ou un muret de pierres sèches. Ils appréciaient la finesse de son système d'observation BAA, monté sur un mât télescopique, capable de scruter l'horizon pendant des heures, sans révéler la position du véhicule. Pendant 3 ans, la Bundeswehr a conservé en parallèle ses anciens véhicules amphibies dans certains régiments, le temps de faire monter en puissance la nouvelle dotation. Et puis, entre 2006 et 2008, la décision finale tomba sans tambour ni trompette. Les derniers exemplaires du Lynx furent retirés des unités opérationnelles. Certains finirent dans des hangars de Bavière, soigneusement bâchés, en attente d'un sort administratif. D'autres furent démontés pour récupérer les pièces détachées encore exploitables. Quelques-uns, une poignée à peine, prirent le chemin des musées militaires de Münster et de Koblenz, où ils trônent aujourd'hui derrière des cordons en velours rouge, avec des fiches techniques imprimées sur du papier glacé. Ce qui disparaissait à ce moment précis, ce n'était pas seulement une machine. C'était une philosophie tout entière. La conviction qu'un éclaireur doit aller là où l'adversaire ne l'attend pas, et que l'eau, loin d'être un obstacle, fait partie intégrante du terrain à exploiter. Cette conviction avait été transmise pendant 3 décennies de génération en génération de sous-officiers. Elle se trouvait inscrite dans des manuels de tactique qu'on retira progressivement des bibliothèques régimentaires. Elle vivait dans la mémoire musculaire des conducteurs qui savaient à quel angle exact aborder une berge boueuse pour ne pas s'enliser. Et tout cela s'évaporait sans qu'aucun communiqué officiel ne vienne marquer la fin d'une époque. Un officier supérieur allemand qui avait servi successivement sur les 2 types de véhicules raconta plus tard, lors d'une discussion informelle dans une caserne du Schleswig-Holstein, que la transition s'était faite en silence. Personne n'avait organisé de cérémonie d'adieu. Personne n'avait écrit de mémorandum interne pour alerter sur ce qu'on perdait en route. La Bundeswehr venait simplement de troquer une capacité contre une autre, persuadée que l'échange était favorable. Et il fallut attendre encore plusieurs années avant qu'un événement, quelque part en Crimée, vienne discrètement remettre en question toute cette construction. Le matin du 18 mars 2014, les images qui parvenaient aux services de renseignement occidentaux montraient des hommes en uniforme vert, sans insigne, circulant dans les rues de Simferopol à bord de camions banalisés. La Russie venait d'annexer la Crimée en moins de 3 semaines, sans tirer un coup de feu significatif, sans déclaration de guerre, sans préavis diplomatique. À Berlin, dans un bâtiment d'état-major proche du Tiergarten, un colonel allemand reçut un rapport confidentiel décrivant l'opération minute par minute. Il le lut, le reposa sur son bureau et ne déclencha aucune procédure d'alerte. Ce n'était pas de la négligence.
C'était le réflexe d'un système institutionnel qui avait appris à classer les anomalies stratégiques dans la catégorie des incidents isolés. Personne, ce jour-là, ne demanda à revoir les cahiers des charges des programmes d'armement en cours. Personne n'évoqua la possibilité que le terrain européen redevienne, un jour prochain, le théâtre d'une véritable guerre conventionnelle. 8 années entières s'écoulèrent ainsi, dans une forme de léthargie polie. Puis arriva le 24 février 2022. Avant l'aube, des colonnes blindées russes franchissaient la frontière nord de l'Ukraine en direction de Kiev, tandis que d'autres axes progressaient depuis le Donbass et depuis la Crimée. Les images satellites diffusées dans les heures qui suivirent firent le tour des rédactions militaires européennes. 3 jours plus tard, devant le Bundestag réuni en séance extraordinaire, le chancelier Olaf Scholz prononça un discours qui allait marquer durablement la politique de défense allemande. Il employa un mot, un seul, qui fit le tour du continent en quelques heures. Zeitenwende, le tournant des temps. Et il annonça la création d'un fonds spécial de 100 milliards d'euros destiné à remettre à niveau une armée que des décennies de désinvestissement avaient laissée exsangue. Mais l'argent, aussi abondant soit-il, n'achète pas le temps perdu. Et pendant que les députés allemands débattaient des modalités budgétaires de ce fonds historique, sur le front ukrainien se déroulait une démonstration tactique qui aurait dû faire frémir tous les états-majors occidentaux. Au début du mois de mai 2022, dans la région de Bilohorivka, des unités russes tentèrent de franchir le fleuve Donets septentrional à l'aide de pontons flottants. Ce que les drones ukrainiens filmèrent ensuite tient en quelques minutes d'images devenues célèbres parmi les analystes militaires. Une colonne entière de blindés russes, peut-être 70 véhicules au total, fut prise au piège sur les 2 rives et au milieu du courant, pilonnée par l'artillerie ukrainienne avec une précision méthodique. Les pertes furent catastrophiques. Plus d'1 bataillon tactique anéanti en quelques heures, simplement parce que la reconnaissance préalable du point de franchissement avait été insuffisante et tardive. La leçon était limpide pour quiconque savait la lire. Celui qui sait en premier ce qui attend de l'autre côté du fleuve gagne le franchissement. Celui qui arrive en retard paie le prix fort. À Berlin, à Bruxelles, à Vilnius, des officiers allemands lurent ces comptes rendus en sachant parfaitement quel véhicule équipait leurs propres unités de reconnaissance et ce que ce véhicule ne savait pas faire. Quelques semaines plus tard, fin juin 2022, le sommet de l'OTAN se tenait à Madrid dans une atmosphère électrique. Les Alliés y prirent des décisions majeures sur le renforcement du flanc oriental. Les groupements tactiques multinationaux déjà présents dans les pays baltes et en Pologne devaient être progressivement portés au format brigade. L'Allemagne, sur ce point, prit un engagement particulièrement lourd de conséquences. Elle promit de stationner durablement une brigade complète en Lituanie, environ 3500 soldats, pleinement opérationnels à l'horizon 2027. C'était le déploiement permanent le plus important de la Bundeswehr depuis la fin de la guerre froide. Et il devait se faire dans un pays dont la géographie posait précisément le problème que le Fennec ne savait pas résoudre. Octobre 2022, forêts épaisses au sud de Kaunas. Un exercice multinational de grande ampleur réunissait des unités allemandes, lituaniennes, américaines et néerlandaises sur plusieurs dizaines de kilomètres carrés de terrain accidenté. Pour la première fois depuis longtemps, le scénario tactique distribué aux participants ne mentionnait ni Hindoukouche, ni Sahel, ni mission de stabilisation. Il décrivait une attaque blindée venant de l'Est, des objectifs à atteindre dans des délais serrés et des points de passage obligés sur des cours d'eau dont les monts étaient soigneusement listés en annexe. Le commandant du détachement de reconnaissance allemand examina la carte épinglée au mur du poste de commandement. À côté de chaque ligne bleue figurait un chiffre. Le temps estimait qu'une colonne adverse mettrait pour atteindre le pont le plus proche depuis la frontière. 32 minutes pour le premier, 51 pour le second, 1h15 pour le troisième. Il regarda ensuite ses propres véhicules alignés sous les bouleaux. Personne dans la pièce n'eut besoin de prononcer un mot. Tout le monde voyait la même équation, et tout le monde savait qu'elle n'avait pas de solution propre dans le matériel disponible. Le couloir de Suwałki est devenu, depuis le début de la guerre en Ukraine, l'obsession des planificateurs militaires occidentaux. Cette bande de terrain de 66 km de large s'étire entre la frontière biélorusse à l'est et l'enclave russe de Kaliningrad à l'ouest.
C'est l'unique liaison terrestre directe entre la Pologne et les 3 États baltes. Si cette mince bande venait à être coupée par une offensive surprise, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie se retrouveraient instantanément isolées du reste du territoire de l'Alliance. Pas dans les livres de stratégie, pas dans les jeux de simulation, mais dans la réalité concrète, comptée en heures plutôt qu'en jours. Et dans ce couloir précis, la reconnaissance terrestre n'a pas le luxe d'attendre qu'un pont soit sécurisé. Elle doit franchir l'eau, elle doit se déplacer plus vite que l'adversaire, elle doit livrer l'information avant que l'ennemi ne devine qu'on la cherche. Dans le même temps, à des centaines de kilomètres à l'ouest, un autre coup dur frappait l'image publique de la Bundeswehr. En décembre 2022, lors d'un exercice destiné à valider la disponibilité opérationnelle de la nouvelle force de réaction de l'OTAN, 18 véhicules de combat Puma sur 18 engagés tombèrent en panne en l'espace de quelques jours. Pannes électroniques, défaillances de capteurs, problèmes de tourelles, le scandale fut immédiat et public. Mais ce que les journaux ne titrèrent pas, ce que les communiqués évitèrent soigneusement, c'est que dans le même mois, les ateliers de maintenance des bataillons de reconnaissance signalaient discrètement des taux de disponibilité préoccupants sur le parc Fennec. Des engins immobilisés, faute de pièces détachées livrables, des composants électroniques en attente de remplacement depuis des mois, des chaînes d'approvisionnement industrielles qui ne tournaient plus à pleine cadence depuis la fin du programme initial. Officiellement, la flotte demeurait pleinement opérationnelle. Dans les fiches de suivi, certains exemplaires étaient rayés des effectifs disponibles d'un trait de stylo discret. Et puis, il y avait la question des Pays-Bas. Parce que le programme Fennec avait été développé conjointement par les 2 pays, l'armée néerlandaise se trouvait exactement dans la même impasse que sa voisine allemande. Aucun des 2 partenaires de l'Alliance, dans cette catégorie précise de blindés légers de reconnaissance, ne disposait d'une solution amphibie. La lacune n'était pas seulement allemande. Elle était structurelle, elle était partagée, et elle s'étendait tout au long du flanc oriental de l'OTAN. À Bruxelles, dans les couloirs feutrés du quartier général, la question circulait à voix basse. À Paris, où le Jaguar du programme Scorpion entrait progressivement en service avec ses propres caractéristiques, on observait la situation allemande avec un mélange d'inquiétude et de soulagement. Inquiétude parce que la France comptait toujours sur la solidité de son partenaire principal. Soulagement parce que l'armée française, en conservant des véhicules amphibies légers comme le véhicule blindé léger, gardait au moins la possibilité technique de franchir un cours d'eau modeste en mission d'éclairage avancé. Les leçons tactiques rapportées du front ukrainien arrivaient en flux continu sur les bureaux des analystes occidentaux pendant toute l'année 2023. Une partie significative de ces enseignements concernait les drones, devenus omniprésents au-dessus des champs de bataille. Certains commentateurs en concluaient un peu vite que les véhicules de reconnaissance terrestre appartenaient désormais au passé, que des essaims de petits engins volants suffiraient à voir tout ce qu'il fallait voir. La réalité ukrainienne racontait une autre histoire, plus nuancée et plus dérangeante. Les drones tombaient en panne. Les liaisons radio étaient brouillées par des systèmes de guerre électroniques de plus en plus sophistiqués. Les images aériennes ne suffisaient pas à confirmer si un guet était praticable pour un blindé de 15 tonnes ou s'il céderait sous le poids de la machine. Au bout du compte, sur le dernier kilomètre, il fallait toujours qu'un homme avance avec un véhicule pour vérifier physiquement ce que les capteurs ne pouvaient pas certifier. Et sur ce dernier kilomètre, encore et toujours, l'eau attendait. Au début de l'année 2024, dans une forêt humide au nord de Kaunas, un peloton de reconnaissance allemand effectuait une patrouille de routine le long d'un sentier forestier. À environ 40 minutes de marche du bivouac de la veille, le chemin s'interrompait brutalement devant un petit cours d'eau qui ne figurait sur aucune carte tactique imprimée. Une dizaine de mètres de large, peut-être 1,50 m de profondeur au centre, un courant calme. Le chef de patrouille fit arrêter sa colonne, descendit de son véhicule, marcha jusqu'à la berge et observa l'autre rive pendant un long moment. Il n'y avait personne en face. Il n'y avait pas d'ennemi, pas de menace immédiate, pas même un oiseau dérangé. Il y avait simplement de l'eau qui coulait, et de l'autre côté, un terrain que personne dans son équipage ne pourrait atteindre sans contourner sur plusieurs kilomètres en remontant vers le nord pour trouver un pont. Il consulta sa montre, fit quelques calculs mentaux et donna l'ordre de faire demi-tour.
C'est ainsi que se termine, pour aujourd'hui, l'histoire de la pointe la plus avancée que l'armée allemande puisse aligner sur le flanc oriental de l'Europe. Si cette histoire vous a captivé, si vous avez appris quelque chose de nouveau sur les coulisses des grandes décisions militaires européennes, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu sous cette vidéo. Partagez vos impressions et vos analyses dans les commentaires. Votre regard nous intéresse vraiment. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines histoires que nous préparons pour vous. À très bientôt.